Auditeurs, auditrices de la 105.2 MHz, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à partir de nos différentes plateformes sociaux, bonsoir et bienvenue à cette émission particulière aujourd'hui, cette émission de Max Santé. Aujourd'hui, comme toujours, nous parlons de santé, nous profitons de cette occasion pour saluer nos agents de santé qui œuvrent chaque jour, en journée et nuit, et donc pour apporter et donc des joies dans beaucoup de familles. Merci à vous et beaucoup de courage et aussi aux malades. Mesdames et messieurs, la santé reste l'un des piliers fondamentaux du développement humain dans un contexte marqué par des attentes fortes des populations, des défis sanitaires persistants et des réformes majeures engagées par l'État. Il est essentiel de faire le point, d'informer et de dialoguer. Aujourd'hui, notre émission reçoit un acteur clé du système sanitaire régional, un responsable au cœur de la mise en œuvre des politiques publiques de santé dans la région du Beké. Il s'agit du docteur Aboubakari Koulibaly, récemment entré en fonction dans notre région avec pour mission de tenter de répondre donc aux préoccupations des population. Il s'agit notamment de l'amélioration de l'accès aux soins de santé, de renforcer la qualité des services de santé et de rapprocher davantage le système de santé des populations. Mesdames et messieurs, cette émission se veut un cadre d'échange franc, pédagogique et utile afin que chaque citoyen comprenne mieux les enjeux de la santé publique dans notre région et les efforts en cours pour renforcer notre système sanitaire. Mesdames et messieurs, recevons ensemble le directeur régional de la santé de Beké. Il s'agit donc, je l'ai dit tout haut, docteur Aboubakari Koulibaly. Bonsoir, monsieur le directeur, bonne arrivée. Bonsoir, monsieur Koné. Alors, monsieur le directeur, on va se rapprocher un peu plus du micro, comme ça. Tout ce que vous direz ce soir, oui, tomberont dans les oreilles des Boakoua ou des habitants de la région du Beké comme des médicaments. Super. Alors, monsieur le directeur, nous sommes très heureux, c'est un honneur pour nous de vous recevoir donc sur ce plateau de la radio Beké FM. Alors, monsieur, vous êtes à l'antenne de Beké FM. Quel vœu adressez-vous aux populations et aux agents de santé de la région du Beké pour cette année 2026? Merci, monsieur Koné. Avant tout propos, je tenais à dire un grand merci à la radio Beké FM pour l'honneur qu'elle me fait de me recevoir dans ses locaux. Et je suis arrivé, je pense que c'est ma première prise d'antenne. Et je me ferai fort de satisfaire les attentes des populations. Oui. Et ceci, partant de cela, souhaiter à la population de Beké, oui, comme vœu le plus ardent, comme vœu majeur, oui. Je pense que vous devinez la suite. Je pense à la santé. Voilà, moi la santé à toute la population de Beké. Oui. Mais comme nous sommes dans une dynamique de vie avec des missions et des activités, j'ajouterai aussi la réussite dans nos différentes activités qui va nous produire ou bien envoyer vers la prospérité. Oui. Et tout ça dans un climat de paix. Et ces mêmes vœux, je les transmets également à toute la direction de Beké FM ainsi qu'à tout son personnel. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Rassurez-vous, nous recevons avec beaucoup d'engouement. Monsieur le directeur, comment se porte le secteur de santé, de la santé dans la région du Beké, et surtout pour vous et pour votre direction, que représente cette année, cette nouvelle année 2026 en termes de défis, d'amélioration des pratiques pour l'ensemble du corps médical? Merci beaucoup. Je pense que ça va peut-être faire sourire beaucoup de personnes, mais c'est une réalité. Oui. La santé se porte bien dans le Beké. Oui. Oui, parce que, eu égard aux résultats que nous avons dans nos différentes, je vais dire, données de base. Oui. Dans nos bases de données, je voulais dire. Oui. La santé se porte bien. Néanmoins, il y a des griefs. Oui. Parce que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Et c'est ce pourquoi nous sommes là. Oui. Pour apporter des actions correctrices. Merci. Et dans ce sens, pour que les choses aillent pour le mieux, oui. Notre rôle, c'est d'être au plus près de nos collaborateurs, nos prestataires,
pour les renforcer dans la capacité en ce qui concerne les directives, les normes et les règles qui régissent notre métier. Et tout ce qu'on demande à la population, c'est un peu de patience, même si on les appelle des patients qui n'ont pas compris. Mais je pense que nous sommes là aussi pour les rassurer que depuis notre arrivée ici, nous mettons tout en œuvre pour que cette population soit fière de son système de santé. Et je pense que les premiers signes commencent à nous parvenir. C'est très bien noté, monsieur le directeur, et ce sont des mots qui sont bien pour rassurer effectivement toute la population. Vous êtes récemment entré en fonction dans la région du Béquet en tant que directeur régional du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle dans le Béquet. Pouvez-vous nous parler de vous et de la direction régionale donc de la santé, mais vous-même, monsieur le directeur, votre parcours, en tout cas un bref récit sur votre parcours, ça nous plairait bien d'en savoir un peu plus. Merci monsieur Koné. Effectivement, après un baccalauréat série D obtenu, voilà, j'ai embrassé le métier de la santé, qui a été sanctionné par un diplôme d'état de docteur en médecine à la faculté de médecine d'Abidjan. Et j'avais soif de connaissances. Et donc, j'ai poursuivi mes études en Europe, notamment en France, où je suis titulaire de 3 diplômes. Voilà, un premier diplôme en sciences économiques et sociales de la santé, obtenu à la faculté de médecine Lariboisière Saint-Denis, Paris 7, Université Paris 7. Le deuxième diplôme, c'est un diplôme en infection à VIH et les infections sexuellement transmissibles et la sexologie, obtenu également à l'Université Paris 7, à la faculté de médecine Xavier Bichat. Et un troisième diplôme en médecine tropicale et santé internationale, obtenu à l'Université Paris 6, Pierre-Marie Curie, à la faculté de médecine La Pitié-Salpêtrière. Ah oui. Donc, je voudrais dire que la faculté de médecine La Pitié-Salpêtrière fut la première école d'infirmerie en France. Donc, c'était pour rappeler un fait, pour dire que quand vous passez là-bas, vous avez un bagage énorme. En fait, le récit, la litanie donc des diplômes que vous avez pu avoir durant votre parcours nous a nous fait trembler déjà, non, mais nous rassure. Justement, ça devait plutôt vous rassurer parce que je l'ai fait pour nous, pour nos populations. Je pouvais rester là-bas, comme le disent les jeunes gens, je pouvais caler, mais je l'ai pas fait. Je suis rentré au pays parce que j'ai ma place ici et je dois servir mon pays. Parce que tout ce que mon pays m'a donné, j'ai le devoir de le lui rendre et de façon digne, de telle sorte que nos populations puissent être fiers des enfants qu'ils ont mis au monde et le système aussi des enfants que le système a produit. Alors, monsieur le directeur, donc avant d'être nommé à la tête de la direction du Béquet, par où vous êtes passé? Oui, mais j'ai même pas encore fini mes diplômes. Parce que aussi là, j'ai un diplôme en surveillance, suivi, évaluation des programmes de lutte contre le paludisme. Et un diplôme aussi en leadership et développement de la personne, qu'on appelle LDP+. C'est très important. Quand vous avez un bagage, il faut que cela soit soutenu par un élément qui puisse vous permettre de le traduire sur le terrain de façon efficace. Voilà. Et alors, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Et effectivement, donc je finis mes diplômes, je rentre en Côte d'Ivoire le 15 juillet 2007. J'ai mes dates en tête. Et 4 jours plus tard, je suis affecté au CHR de Bondoukou. Ça veut dire le 19 juillet 2007. Donc je suis parti à Bondoukou faire la prise de service. En son temps, les voies étaient tellement dégradées qu'il fallait faire 10 heures de route d'Abidjan à Bondoukou. Mais je suis parti 10 heures aller, 10 heures retour. Mais j'y suis resté. Parce que c'est là que le pays avait besoin de moi. Et malgré le fait que je venais d'un séjour européen, je n'ai pas eu de complexe. Je suis allé travailler. Et 4 ans durant, j'ai servi la population de Bondoukou. Donc, au vu de mes résultats, le ministère a estimé bon que j'aille gérer la direction départementale de la santé d'Oumé. Et là, ça s'est fait à partir du 25 juin 2012. Bondoukou. Oumé, 25 juin 2012. J'ai fait 6 ans à Oumé en tant que directeur départemental.
Doumé encore, on m'envoie pour une autre mission à Dabakala. Oui. Parce que là aussi, le besoin se faisait sentir. Donc, depuis le 7 mai 2018, également, je suis allé à Dabakala en tant que directeur départemental de la santé. Ah, vous retenez les dates et je vois il y a 2-7 qui reviennent. Oui, bon, c'est des chiffres de la vérité. Oui. Donc, tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Voilà, donc... et puis, jusqu'en 2025, oui. Le 23 juillet, je reçois une note portant nomination des directeurs régionaux de la santé. Oui. J'ouvre et je vois mon nom sur la liste. J'ai dit, encore un autre défi. Oui. Mais nous sommes des gens de mission. Nous allons venir et faire ce qu'on a à faire pour que ceux qui nous ont mandatés soient fiers de nous. Oui. Donc, depuis, j'ai fait la prise de service le 22 août 2025. Oui. Et voilà, jusqu'à cette date, je suis le directeur régional de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Bouaké. Alors, encore toutes nos félicitations, monsieur le directeur. Toute cette progression et ce renouvellement de confiance en vous, je suis sûr, sont des éléments de fierté. Oui, et bien évidemment, fierté pour moi, fierté pour ma famille, parce que, comme je l'ai dit, j'aime le répéter aux collaborateurs que c'est vrai, je suis directeur régional de la santé, mais quand on va demander qui était le directeur régional de la santé de Bouaké, on ajoutera le nom. Oui. Docteur Koulibaly. Donc, je suis ici pour pérenniser le nom de mon père et le rendre aussi fier. Oui. Parce qu'il faudrait que, en travaillant, que chacun de nous pense à cela. Que nous portons un nom qui appartient à une famille et que nous devons nous tout faire pour que cette famille soit fière de nous. Alors, très beau message. Je suis sûr pour les malades qui nous écoutent sur leur lit ou ceux qui sont en convalescence, ceux-là aussi, ce sont des paroles fortes qui peuvent donc leur donner le courage d'être debout demain matin. Exactement. Monsieur le directeur, pour permettre à nos auditeurs de mieux comprendre la direction régionale, pouvez-vous nous parler de cette direction, sa structuration, son fonctionnement, sa zone de couverture et sa mission? Merci. Il faut le dire que les directions régionales, aussi bien que d'autres directions, notamment la direction départementale, oui, ont été créées dans un but de déconcentrer le service des ministères. Oui. Donc, nous sommes des structures déconcentrées. Et donc, la direction régionale, comme son nom l'indique, oui, couvre toute la région de Bouaké, avec 4 préfectures. Oui. Maintenant, on a 4 préfectures, on a 6 directions départementales, notamment 3 dans la ville de Bouaké, Oui. une direction à Sakassou, une direction à Béoumi et une direction à Botro. Donc, on a 6 directions départementales Oui. dans la région sanitaire de Bouaké. Donc, c'est dans la structuration, la direction est chapeautée par le directeur régional. Oui. Et qui à ses côtés, il y a 4 services. Le service action sanitaire, qui s'occupe de la programmation des activités programmatiques, c'est-à-dire activités de santé. Oui. Donc, il y a un chef de service. Ensuite, on a le service administratif et financier. Oui. Voilà, qui gère tout ce qui est finance. Bon, cela va de soi. Oui. Ensuite, on a le service logistique. Oui. Voilà. Donc, qui dit logistique, on sait plus ou moins tout ce qu'il y a autour. Oui. Et enfin, on a le service de suivi et évaluation. Voilà, qui essaie de voir, voilà, comment est-ce que tout ce que nous faisons sur le terrain, oui, quels sont les niveaux d'atteinte des objectifs. Oui. Mais je vous dis que ce que j'ai dit est consigné dans l'arrêté numéro 399. Voilà, qui du 18 décembre 2007, oui, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales. Donc c'est un document qui est consultable, oui, voilà, qui nous donne toutes nos attributions. Et aussi au niveau des missions, on a la mission, c'est d'animer oui, et de coordonner les activités de santé. Cela, il va dans la promotion de la santé, de voir aussi tout ce qui se passe au niveau des différentes structures sanitaires, aussi publiques que privées, oui, et d'assurer aussi un lien avec les autorités locales et les autres ministères, oui, et apporter un appui également aux directions départementales quant à la mise en œuvre de leurs différentes activités. Merci. Monsieur le DR, depuis votre arrivée, quelle est la vision que vous portez à moyen et long terme pour l'amélioration de l'accès aux soins et la qualité des services de santé dans la région? Merci. En termes de vision, ça, je suis un peu plus clair
pour dire que le DR n'a pas de vision. Oui. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a une vision pour la santé, qui transmet cette vision à notre ministère de Santé. Oui. Et nous, notre rôle, c'est de faire de telle sorte que cette vision, qui est un rêve, devienne une réalité sur le terrain. Oui. Et donc, nous mettons tout en œuvre en renforçant les capacités de nos collaborateurs, des prestataires, en menant des missions dans les différentes structures pour voir est-ce que les règles, les directives, est-ce que on travaille en fonction. Il y a un élément fondamental sur lequel je suis en train de travailler et qui porte ses fruits. C'est sur l'absentéisme de nos collaborateurs dans les services. Il y avait des programmes fantaisistes, donc j'ai mis fin à tout cela ici, et que chacun puisse travailler conformément aux textes qui régissent notre législation, notre façon de travailler. Voilà. Donc à ce niveau, je pense que c'est un premier point. Il faut travailler sur les ressources humaines, parce que on a des ressources humaines de qualité. Je peux vous le dire de façon claire et nette, sans même cligner de soucis, que nous avons les agents les mieux formés de la sous-région. Ah bon? Et oui, je le dis, je persiste ici. Parce que pendant mes stages de médecin dans nos CHU, nous avons vu des personnes venir faire leur spécialisation en Côte d'Ivoire, et qui sont aujourd'hui des grands maîtres chez eux dans la sous-région. Donc notre système, qu'on le veuille ou pas, est un système très dynamique, qui forme des agents de qualité. Qui forme les agents de qualité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il manque peut-être une petite motivation. Et nous allons leur donner ce petit comment je peux dire, on va tapoter un peu leur dos pour dire attention, réveillons-nous. Cet élément de motivation, c'est la communication aussi. La communication, l'encouragement. C'est pour ça que je ne me donne pas le rôle de gendarme. Je me donne le rôle d'un accompagnateur, je me donne le rôle d'un conseiller et je me donne le rôle d'un motivateur. Donc, ça permet à nos collaborateurs de comprendre leur mission. Parce qu'il y a deux éléments dans la vie qu'il faut avoir quand nous sommes des êtres humains. Il y a la connaissance de son rôle et il y a la compréhension de son rôle. C'est deux aspects différents. Oui, parce que là, si je peux le définir, on peut connaître son rôle. Vous savez que vous êtes animateur à la radio, c'est que vous devez faire, mon cher. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous devez venir à 6 heures du matin? Voilà, donc c'est ça qui est la compréhension. Oui. Quand on ne comprend pas bien, je vais sur le style mathématique pour dire, monsieur Koné, quand je vais vous dire racine carrée de 4, oui. Vous connaissez? Oui, qui nous donne 2. Qui donne 2, vous connaissez. Oui. Est-ce que vous comprenez la racine carrée? Voilà. Et oui, voilà. Effectivement, parce que on a fait des calculs, on a fait des travaux, mais le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est là? Oui. Pourquoi est-ce que nous sommes des agents de santé? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est malade ne va pas voir un mécanicien ou un électronicien ou un réparateur de poste radio? Oui. Pourquoi il se dirige vers un hôpital? Oui. C'est parce que nous avons été formés pour. Et si nous avons compris notre rôle, nous devons être là les premiers à le recevoir, avec l'accueil que cela nécessite. Oui. Voilà, rassurer les patients. Une fois qu'ils sont rassurés, vous avez fait vos soins tranquillement, oui. Ils vont sortir, vous aurez votre satisfaction morale, et eux, ils auront leur santé. C'est notre rôle, et c'est, je vais dire, c'est le serment que nous avons prêté. Oui. Apporter notre connaissance pour que nos populations se portent bien, pour que les malades puissent recouvrer la santé. C'est vrai que parfois dans les plaintes de parents de malades, c'est souvent l'accueil qui pose problème, et la compassion de l'agent de santé. Voilà, est-ce qu'il compatit véritablement la douleur du malade? Certains parents pensent souvent que non, il ne nous comprend pas. Oui, justement, c'est ça. C'est-à-dire que si on a la compréhension de notre rôle, oui. On doit comprendre pourquoi est-ce qu'on porte une blouse blanche. Oui. Et que ça veut dire qu'on est différent des autres. Et la blouse a un aspect, quand vous comprenez cet aspect, vous êtes tranquille, c'est un aspect asexué. Oui. Quand vous portez une blouse, rien ne vous passe dans la tête que si ce n'est pas pour apporter des solutions de santé aux malades. Oui. Et vous êtes là, c'est des personnes que vous ne connaissez pas, qui viennent d'horizons divers, oui. Que vous recevez, mais vous restez auprès et vous suivez jusqu'à ce que ces personnes guérissent. Oui. Et comme je l'aime le dire, que bon, les religieux, c'est pas pour les attaquer, mais c'est une façon de penser. Oui. Quand un pasteur, un imam, un prêtre, un prophète, bon, tout ce qu'on peut citer comme guide religieux arrive à l'hôpital, oui. C'est la fameuse question, docteur, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour notre malade? Aidez-nous. Donc, pour faire rire, je demande en ce moment qui est assis à la droite du Père. Donc, si on a compris notre position, oui. Je pense qu'on devait tout faire pour que tout malade qui rentre à l'hôpital sorte satisfait des soins qu'on lui aura prodigués.
On comprend que pour le DR, cette tenue est une tenue sacrée. Tout à fait. Voilà. Et monsieur le DR, Oui. en entendant tout ceci, et surtout que pour la question de la vision, vous l'avez dit de façon assez claire, c'est la vision du ministère, cette vision qui émane également de la présidence de la République. Tout à fait. Mais vous, au quotidien, quand vous travaillez à la direction, quelles sont les valeurs qui guident vos actions à la tête donc de cette direction? Merci, parce que c'est des valeurs qui devaient guider tout un chacun. Tout un chacun, quel que soit le travail que vous faites, Oui. quel que soit le métier dans lequel vous exercez, on devait avoir des valeurs de probité. Oui. J'insiste sur le mot de probité. Probité qui est quoi? Qui est une qualité morale fondamentale, qui désigne la droiture, l'honnêteté et l'intégrité rigoureuse, Oui. consistant à respecter scrupuleusement les règles de la morale, de la justice et ses devoirs. Oui. Aussi souvent, pour éviter les conflits d'intérêts, agir avec désintéressement, surtout dans les fonctions publiques ou professionnelles. Vous voyez la probité? Si on a cette valeur, je pense qu'on a tout gagné. Mais en cela aussi, il faut ajouter l'engagement. Oui. Il faut avoir la volonté de faire le travail. Parce qu'on l'a confié, un travail qu'on te confie, si vous ne pouvez rien ajouter, ne retranchez rien. Oui. Donc, il y a l'engagement. Et à côté de l'engagement, il y a la responsabilité. Parce que c'est très important. Ce que je fais, je dois rendre compte. Ce que je fais m'engage. Donc, il faudrait que je le fasse en tenant compte des normes, des directives qui sont à ma possession. Oui. Et enfin, la redevabilité, nous devons rendre compte de tout ce que nous avons fait. Pour que demain, c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous rendre compte. Oui. Voilà, des actions de la santé dans la région de Beké. Et c'est très important. C'est des gens qui nous ont mandatés. Au retour, nous devons leur dire ce pourquoi vous nous avez envoyé, c'est en train de prendre du volume, c'est en train de prendre le bon chemin. Donc nous allons continuer dans ce sens. Ils peuvent nous dire soit on continue, soit on arrête. C'est eux qui prennent les décisions. Alors, on comprend que, monsieur le directeur, vous menez beaucoup d'actions et vous avez dit tout à l'heure que vous luttez contre l'absentéisme dans les différents services. Monsieur le directeur, quel est votre rapport à cette autre notion qu'on nomme souvent chez nous l'heure africaine? C'est l'heure africaine. Bon, là vous êtes en face de quelqu'un qui utilise, comment on appelle ça, l'horloge suisse. Tel que l'horloge suisse. L'horloge suisse, parce que mes collaborateurs sont ici présents. Oui. Ils peuvent en témoigner, vous pouvez faire votre petite enquête. Quand je dis une réunion, c'est 8h30. Oui. C'est 8h30. Même si nous sommes 3, nous allons commencer la réunion. Oui. Quand je dis, même à mon chauffeur, on démarre à 14h15, oui. À 14h15, il n'est pas là, je démarre. Il me trouve là où il doit me trouver. Donc, l'heure africaine, je pense que il faut que ça m'amène à donner ce concept que le président a développé, l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau doit enlever cet habit de l'heure africaine et de porter le costume de l'heure suisse, comme vous le dites. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, un temps perdu au niveau de la santé ne peut pas être rattrapé. Donc, nous ici, nous travaillons en tenant compte du temps. Plus vous arrivez tôt, plus on vous reçoit également tôt, mieux on apporte des solutions à votre situation de santé. Mais si vous traînez et que vous arrivez, c'est vrai, vous allez dans le service concerné où il y a des compétences, mais là, comme on le dit, c'est trop tard, on ne pourra pas apporter de solution. Donc, c'est de dire, et tous mes collaborateurs le savent, je le dis, je le redis, être à l'heure, c'est le début du succès. Oui. Voilà. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, internautes de la radio Beké FM, vous êtes en direct de l'émission Mag Santé et nous recevons, comme on l'a dit, une personnalité, et voilà donc qui est au premier plan ici au niveau de la région, celui qui prend en charge donc la santé, qui mène la politique du gouvernement dans la région. C'est un honneur pour la radio. Il s'agit du docteur donc Aboubakari Koulibaly, qui est le directeur régional de la santé ici, voilà donc dans la région du Beké. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour comprendre au mieux les priorités de cette direction, la direction régionale du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour cette année 2026, cette nouvelle année. Monsieur le directeur,
quelles sont vos priorités pour cette année 2026? On l'aura compris, hein, l'absentéisme déjà, il y a une priorité. Oui, les priorités sont de deux ordres. On peut une priorité au niveau organisationnel et puis une autre au niveau programmatique en fonction des programmes de santé que nous avons sur Oui. les indicateurs. Donc au niveau organisationnel, c'est ce que j'ai dit, les programmes fantaisistes de travail, nous avons mis fin dans la région de Béquet. Que chacun se conforme aux règles qui sont consignées dans nos différents cahiers des charges en ce qui concerne les heures de travail, l'accueil et zéro tolérance en ce qui concerne le racket et la maltraitance dans nos structures sanitaires. Et là, nous l'avons dit, nous serons vraiment, nous n'allons pas aller avec le dos de la cuillère, Oui. voilà, pour ramener les personnes qui ne travaillent pas en respectant nos directives. Oui. Et pour une anecdote, une expression imagée, comme j'aime bien le faire, pour que les choses soient claires dans l'esprit des uns et des autres. Oui. Le berger, il a quoi en main? Il a un bâton. Il a un bâton. Mais le bâton, en général, soit il a mis, je crois, un califourchon sur son... Oui. Le dos, quelque les part. bras, quelque part, en train Voilà. de marcher tranquillement. Oui. Mais quelle est la brebis qui prend ou le mouton qui prend le coup? C'est le sûr. mouton qui s'échappe du troupeau. Oui. Donc ça veut dire que quand vous ne serez pas dans les tests, Oui. quand vous ne serez pas dans les directives, Oui. c'est comme ça que le bâton va, vous allez le recevoir, voilà, dans le dos. Mais je pense que tout le monde sait plus ou moins ce pourquoi il est là. Donc cela n'arrivera pas ou ça va arriver rarement. Oui, rarement, oui. Merci. Alors, Maintenant, au niveau, comme m'avait posé, je t'avais dit ces deux volets. Oui. Au niveau programmatique santé, effectivement, tous les programmes de santé sont prioritaires chez nous. oui. Mais nous avons une situation particulière dans la région de Béquet, c'est les décès maternels. Oui. Franchement, celle-là qui est partie, Oui. voilà, a mis en place des stratégies pour qu'on puisse réduire de façon drastique, voilà, cet état de fait. Et les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Et nous aussi, à notre niveau, on essaie d'apporter notre grain de sel Oui. pour qu'on puisse réduire de façon drastique les décès maternels. Vous l'expliquez comment, monsieur le directeur? Oui, les décès maternels, vous savez, quand il y a un décès maternel, c'est un drame. Oui. C'est un drame pour tout le monde. Pour les parents, pour les personnels soignants, parce que c'est parce qu'on a souhaité. Oui. Nous étions là pour apporter les soins et pour que on ne doit pas donner, comme on le dit, la vie et laisser, comme on appelle ça, la sienne. Oui. Au contraire, il faudrait que ça soit un moment de joie. Mais nous avons trois éléments qui sont souvent à l'origine des facteurs même favorisant les décès maternels. Oui. On appelle chez nous les trois retards. Les trois R, c'est-à-dire que le premier retard, c'est quoi? C'est dans la communauté Oui. où les parents prennent du temps avant de prendre une décision. Oui. Non, on va le voir, notre mémé qui a une potion magique. Oui. Il va frotter sur le ventre le temps que l'enfant, la tête se positionne. Bon, on perd du temps. Oui. Et le deuxième retard, comment trouver un moyen de transport pour prendre la maman Oui. et la référer ou la conduire dans une structure de santé. Oui. Et là aussi, on va traîner, on va tergiverser. Si le moyen n'est pas adapté, il va sans dire que ça va créer d'autres problèmes. Oui. Et c'est en ce lieu que je félicite notre ministère de la Santé Oui. qui met tout en œuvre pour que les ambulances soient disponibles pratiquement dans toutes les aires de santé. Et ça facilite les évacuations. Oui. Et le troisième retard, malheureusement, ça c'est pas chez nous, un retard de prise en charge. Oui. On peut arriver que des collaborateurs, bon, pour une chose ou autre, Oui. peuvent ne pas rapidement prendre en charge la patiente qui est arrivée. Mais c'est tout ça qu'on veut corriger. Oui. Et c'est pour ça que il y a un projet avec un partenaire que nous connaissons bien, Oui. UNFPA, Oui. voilà, qu'on a appelé 2 heures pour la vie. 2 heures, ça veut dire que quand une complication est déclenchée, au bout de 2 heures, il faut que cette personne soit reçue dans une structure de santé et que les soins commencent. Oui. Et je pense que c'est en train de porter des fruits. Donc la courbe est dans le sens, ça commence à régresser, Oui. mais nous n'allons pas relâcher.
Alors, monsieur le directeur, vous avez parlé donc d'amélioration. Est-ce qu'en termes de proximité avec la population, au niveau de la communication, est-ce que vous allez mettre un accent là-dessus? Parce que souvent, on entend des protestations. Les médecins, là, permettez l'expression, les docteurs, là, ils sont comme ça. Quand tu viens, à cause de l'argent, ils disent césarienne. À cause de l'argent, ils disent césarienne. On sait très bien que certaines décisions sont basées sur des raisons, des preuves avérées. Et est-ce que vous allez communiquer pour expliquer mieux à la population le choix de certaines options dans la médecine? Bien évidemment, parce que c'est un problème de communication. Vous avez trouvé tout net, je vais dire, le goulot. Oui, C'est un problème de communication. On ne fait pas une césarienne parce qu'on a envie de la faire. C'est une indication. oui, Vous arrivez, je vous donne des exemples simples et terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Une femme qui a un petit bassin et l'enfant est gros. oui, Donc l'enfant ne pourra pas traverser la filière génitale parce que la tête va coincer. oui, Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une indication de césarienne. oui, Donc il faut aller faire la césarienne et sortir l'enfant. Donc voici des éléments, ou bien la malade, la dame arrive dans une autre situation où sa tension est montée oui, et que si on veut, elle pourra pas pousser parce que là elle-même elle commence à avoir des souffrances. oui, Donc il faut aller rapidement faire la césarienne pour sauver et l'enfant et la maman. Donc ce n'est pas le fait qu'on paye plus cher oui, que le médecin va opter pour une césarienne au lieu d'un accouchement par voie basse. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu merci, notre système a tout pensé. Parce que aujourd'hui, les accouchements sont gratuits. oui, Dans nos structures publiques. oui, Les kits d'accouchement sont disponibles. Toutes les semaines, on me fait le point. Les kits de césarienne aussi sont disponibles. Donc, en principe, toute maman qui rentre pour une césarienne ne doit pas débourser un rond. La césarienne est gratuite. Les accouchements par voie basse sont gratuits. ok, Donc, peut-être que si quelqu'un va et qu'on lui demande de l'argent pour un accouchement ou pour une césarienne, je suis disponible. Qu'on saisisse notre structure et nous allons aller voir exactement qu'est-ce qui se passe. Ou bien celui qui lui a demandé de payer, qui nous montre les tests, qui lui donne, je vais dire, cette opportunité de faire payer ce qu'on ne doit pas payer. Et je pense que nous veillons à cela. Et j'ai des équipes qui mènent des actions inopinées dans les structures, de poser des questions aux patients sur ce qu'ils ont pu peut-être subir dans le parcours du soin. bien noté. Et surtout quand on parle de paiement, nous pensons aussi à la carte CMU. Et donc aujourd'hui, avec plus de 23 millions d'Ivoiriens enrôlés à la couverture maladie universelle, au 15 décembre 2025, la Côte d'Ivoire a atteint un seuil symbolique dans sa politique de protection sociale. Où en sommes-nous concrètement dans la région de Békay? Merci. Comme je vous l'ai dit, vous voyez que vous me rejoignez dans la vision Oui, de l'État de Côte d'Ivoire. La CMU, c'est une vision du président de la République. Donc, qui a confié la mission à deux ministères, oui, le ministère de la Santé et puis le ministère de la Protection sociale. Donc, eux qui font les enrôlements et que nous qui fournissons les prestations. oui, Mais nous travaillons de façon synergique, voilà, pour que toute personne vivant en Côte d'Ivoire puisse bénéficier de la CMU. Parce que la CMU, elle est ouverte oui, à toutes les personnes qui vivent sur le territoire ivoirien. Et comme on l'a dit avec l'enrôlement, oui, dans le Békay, des sources de la CENAM locale, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie, oui. nous sommes jusqu'en décembre 2025 à 1 53 437 personnes enrôlées. À Boaké. Sur pratiquement 1 500 000 que compte la région Oui. de Békay. Donc vous voyez déjà que nous avons même dépassé les 2 tiers. Oui. Voilà. Et les personnes qui, je pense qu'ils ne sont pas encore enrôlées, sont des personnes, pas qu'elles ne croient pas, je vais dire, au bienfait de la CMU, Oui. mais peut-être c'est des négligences qui traînent les pas pour dire je viendrai l'après-midi pour m'enrôler, et Oui. puis ainsi de suite. Donc, c'est des ou personnes peut-être qui des traînent. personnes qui viennent, qui trouvent que le rang est long. Voilà, exactement. Oui. Sinon, tout le monde ici connaît le bien fondé de la CMU. Oui, les centres d'enrôlement sont complètement bourrés ou débordés. Exactement. Voilà. Et la prestation est aussi réelle sur Oui. le terrain.
vous venez avec votre carte CMU, vous êtes à jour de votre cotisation, vous bénéficiez des prestations. Et vous ne payez que 30% du montant total. Oui. Je peux donner une image. Ça veut dire pour des soins qui vont coûter 100 000 francs, vous ne payerez que 30 000. Oui. Mais à une seule condition, que vous soyez à jour de vos cotisations. Et la cotisation, c'est 1 000 francs par personne, voilà, et par mois. J'avais demandé, est-ce que c'est cher? Bon, je pense que j'ai ma réponse. Bon, vous pouvez la donner, ça peut convaincre certains sceptiques. Bon, moi, je trouve que c'est moins cher. Voilà, parce que aujourd'hui, bon, vous allez regarder, tout le monde a au moins un téléphone portable. Oui. Et non des moindres. Oui, oui. On a des smartphones. Oui. Bon, pour des, je vais dire, bon, chacun a sa vie, hein. Oui. Pour des choses de la vie qui n'ont aucune importance. J'anticipe, hein, monsieur le DS, je peux vous aider. Oui, je recharge à peu près chaque 3 jours Internet, voilà, à un certain montant au-delà de 1 000 francs. Exactement. Donc vous voyez que pour... Bon, souvent c'est pour regarder des vidéos aussi. Des vidéos, ou parfois faire des travaux. Bon. Et puis, bon, insulter, des choses qui n'apportent rien en fait. Oui. Mais si vous prenez ça pour votre santé, garantir votre santé. Parce que la maladie ne prévient pas. Oui. Vous ne savez pas à quel moment vous serez malade. Oui. Donc, à partir de cet instant, on a créé un mécanisme Oui. pour de telle sorte que vous ne soyez pas surpris lorsque vous allez tomber malade, en pensant déjà ou avoir les moyens pour vous faire soigner. Déjà, le système vous offre une opportunité. Oui. Et les pays développés aujourd'hui, ils sont développés, ils sont forts par leur système de santé Oui. et par leur système d'assurance maladie. Oui. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, chacun se lève, je m'en vais, je n'ai pas besoin que quelqu'un soit à côté de moi. J'ai ma carte d'assuré. Si je tombe, on vient me chercher, on m'envoie dans une structure sanitaire, on prend soin de moi, on n'a pas besoin qu'on appelle l'oncle qui est à Thiébissou, Oui. ou bien qui est à Korogo, de temps qu'il s'apprête pour venir. Non, non, vous êtes déjà pris en charge. Bien noté. Monsieur le directeur, la direction régionale compte-t-elle mener des actions spécifiques pour renforcer la proximité entre les services de santé et les citoyens? Oui, bien évidemment, parce que on a déjà tout pensé. Oui. On a déjà tout pensé, ça fonctionne. On a la direction même de la santé communautaire. Oui. On a une direction dédiée à la communauté, de la santé communautaire. Vous entendez ça et là, Oui. les agents de santé communautaire. Voilà, donc c'est la communauté, nous sommes plus proches de la communauté. Et même dans le Béquet, il y a un projet, comme on appelle ça, le comité de veille sanitaire, qui est géré par la communauté. Nous, on leur donne les rudiments, la formation, et ils sont là pour nous alerter sur des événements anormaux qui pouvaient survenir dans leur zone d'existence. Donc, et puis au-delà de cela, nous comptons aussi rencontrer les leaders religieux. Oui. Voilà, parce que vous savez qu'il y a du monde à leur niveau. Et souvent, il y a des gens qui ont des griefs, mais intériorisés. Oui. Donc, leur donner toute la panoplie de services que nous avons, mais qui est au service, si je peux me répéter, Oui. de la population. De la population. Voilà, les leaders religieux, les leaders communautaires. Voilà, nous, c'est notre action. Les chefs traditionnels. Chefs traditionnels, voilà. Ainsi de suite. Et, effectivement. Le corps préfectoral, tout ce monde. Voilà, donc voilà, donc c'est voilà un peu tout ce monde que nous sollicitons, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pour ces populations que nous sommes là. Donc si vous avez de la nourriture pour quelqu'un et que vous n'éveillez pas son attention, mais la nourriture va pourrir. Oui. Donc c'est comme ça. Donc de temps en temps, on les appelle Oui. pour leur dire attention, on ne vous voit pas, alors que nous sommes là pour vous. Oui. Donc, quand il y a des petites incompréhensions, nous essayons de les corriger. Du coup, monsieur le directeur, on se demande, est-ce que un lambda, un citoyen lambda peut s'adresser à la direction régionale? Est-ce que monsieur le directeur, il est ouvert à prendre des préoccupations par ricochet, en fait, la direction régionale? Est-ce que cette direction est ouverte à prendre des préoccupations du citoyen lambda? Et surtout aussi, si cela doit se faire, à quelles conditions? Parce que je suppose que c'est une structure qui est chargée, qui s'occupe de ces questions sérieuses. Et donc, si cela se fait, à quelles conditions? Pour paraphraser, je dirais, oui. Qui suis-je pour faire ma volonté? Donc c'est pour dire que je suis ouvert oui. à toute personne
Oui. qui voudrait avoir des renseignements, s'informer. Oui. Je ne reçois pas sur rendez-vous, je reçois quand je suis là. Oui. Je reçois tout le monde. Oui. J'écoute. Si votre solution est à mon niveau, Oui. je vais vous la donner. S'il faut que vous ayez voir une autre structure Oui. pour que vous ayez la solution, on le fait. Merci. Donc, on est ouvert, Oui. on est disponible à tout moment pour recevoir la population, parce que notre rôle, comme je l'ai dit, nous sommes à la disposition de la population. Monsieur le directeur, quel rôle attribuez-vous aux médias, notamment les radios, dans le cadre de la sensibilisation sanitaire et aussi un problème qui est couramment soulevé par les médias, les radios, c'est que quand on sollicite les agents de santé pour des interviews sur des questions données, et souvent c'est difficile de les avoir, soit parce qu'ils sont chargés, soit parce que la question leur paraît sensible et qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Oui, dans votre question, il y a quelques brides de réponse. Oui, parce que quand le domaine est sensible, il faut vraiment un spécialiste. Oui. Pour venir, tout venant ne peut pas communiquer ou bien ne peut pas parler. Les médias, vous avez un rôle prépondérant dans la société. Oui. Par votre position transversale. Voilà. Mais vous avez deux modes d'intervention où le premier, il est très sensible et le second, il est plus ou moins maîtrisé. Oui. Le premier, c'est quoi? C'est l'information. Oui. Vous informez, mais est-ce que les sources sont vérifiées? Oui. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, on entend des choses et quand on arrive à la vérification, on se rend compte que c'est pas vrai. Oui. Donc, ça a dû créer même des contextes ou des expressions, Oui. des fake news, Oui. d'infox. Oui. Voilà, ça c'est l'information. Par contre, la communication, c'est quand vous recevez un expert, comme aujourd'hui, Oui. et puis à qui vous demandez certaines informations, Oui. il vous les sort et qu'il les donne. Donc, mais Beke FM, j'ai déjà rencontré votre premier responsable, Oui. avec tous les prix que vous avez glanés, Oui. c'est que vous êtes une radio sérieuse. Oui. Donc, vous ne pouvez pas diffuser une information dont vous n'avez pas la source Oui. et qui n'est pas fondée. Oui. Donc, je pense que c'est sur le côté information que souvent il y a problème. Sinon, dans la communication, Oui. je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci. Mais comme je suis déjà passé, Oui. soyez rassurés. Des techniciens passeront ici Oui. pour vous parler des thématiques claires qui aujourd'hui minent notre société. Je vais peut-être ouvrir peut-être une petite brèche, par exemple, Oui. la santé mentale. La santé mentale, oui. Et voilà, qui aujourd'hui, on entend les suicides à gauche, à droite, voilà, ainsi de suite. Donc, avec la charge de travail que nous avons aujourd'hui, Oui. c'est une question qui devient un problème de santé publique. Et nous avons des spécialistes dans le Béquet qui viendront au moment opportun entretenir la population. Et pour chaque thème, nous allons envoyer des personnes expertes, voilà, pour éclairer la lanterne de nos populations. Alors, monsieur le directeur, on ne peut pas terminer cette émission sans évoquer ce sujet important. L'année 2025 qui a été marquée par l'inauguration du centre hospitalier régional de Béquet. En quoi cette nouvelle infrastructure renforce-t-elle donc la qualité du système de santé dans la région? Oui, merci. Je pense que avant même de rentrer dans ce... je souris parce que oui. c'est une question qui me plaît beaucoup. Oui. Béquet est aujourd'hui fait partie de la vitrine de la santé en Côte d'Ivoire. Le CHR que nous avons, c'est un des CHR les plus modernes que compte la Côte d'Ivoire. Ouais. Nous avons des équipements qui ne sont même pas... qu'en Afrique, il n'y a que 3 pays qui ont ces équipements. Le Maroc et l'Afrique du Sud, bon, bien entendu la Côte d'Ivoire. Oui. Les gens viennent de partout pour se faire soigner au CHR. C'est un joyau pour nous. Et avec à sa tête un dynamique directeur, oui. Dr Mameri Fofana, qui a fait un travail considérable avec toute son équipe. Aujourd'hui, vous arrivez au CHR, vous avez des hôtesses qui vous accompagnent dans les différents services. Quand vous errez, on vous aborde. Monsieur, c'est pourquoi? Vous voulez aller où? Et ainsi de suite. Ce témoignage, je l'ai reçu d'un oncle, un ancien professeur d'université qui est venu me saluer. Oui. Et qu'on parlait du CHR, il dit, mais qu'il était allé au CHR pour se faire soigner. Je lui ai dit, mais tu peux pas aller au CHR sans que tu m'informes. Il faut que je prenne, voilà. Il me dit, non, je suis parti, mais j'ai été surpris
de voir que des hôtesses m'ont accosté et m'ont orienté vers le service pour lequel je suis venu. Donc, ça veut dire que le CHS, c'est un atout inestimable pour la région de Gbeke. Et en cela même, nous, pour faciliter les prises en charge, pour réduire les décès et autres souffrances des populations, le ministère a, comment on appelle ça, a fait une répartition des régions sous forme de presse, qu'on appelle les pôles régionaux d'excellence en santé. Et il y en a 10. Et le pôle de Boaké couvre les régions du Hambol et de Béré, y compris de Gbeke. Et je suis le président de ce pôle d'excellence en santé. Toutes nos félicitations. Merci. Encore une fois Bon, ça demande du travail, mais nous sommes à la tâche. Mais à partir de cette création, il y avait une idée derrière. On ne voudrait plus que les malades se promènent, c'est-à-dire de Korogo pour aller à Abidjan pour une question de traumato, de gynéco. Non. À l'intérieur de chaque pôle régional, le malade doit être pris en compte. Et c'est au nombre de 10. Au nombre de 10, peut-être je peux donner les choses, les appellations. On a le pôle d'Abidjan, le pôle on appelle ça le presse, donc presse d'Abidjan, presse de Yamsokro, le presse de Boaké, le presse de Korogo, le presse d'Odiéné, le presse de Bondoukou, le presse d'Abengourou, le presse de Daloa, le presse de Man et le presse de San Pedro. Donc à l'intérieur de ces presses, il y a des régions qui sont regroupées. Donc vous ne devez pas quitter votre région, aller dans une autre région sans écumer tous les services qui sont dans le presse. Et nous avons mis en place une plateforme de gestion des évacuations et des références. Je vous assure qu'au départ, c'était difficile. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'idée qui était autour? Les malades venaient de Sakassou, de Tchébissou en ambulance. On va au CHU, on dit il n'y a pas de place. On va au CHR, il n'y a pas de place. On va à Nembo, on dit il n'y a pas de place. Mais, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une plateforme où maintenant, vous mettez sur la plateforme votre situation, le malade et le type de service dont vous avez besoin. Donc, l'ambulance quitte directement Sakassou, directement CHR. Sakassou, directement CHU. Les ambulances ne se promènent plus dans la ville. Et on a sauvé des vies. On a sauvé des vies en prenant du sang depuis Mankono pour le CHU, depuis Niakara pour le CHU pour sauver une de nos mamans. Et donc, aussi compléter que dans cette action, que la population aussi s'active dans le don de sang. Ça, c'est une problématique, mais je pense qu'il y a une responsable du centre régional à qui je vais demander de passer dans vos locaux pour mieux expliquer les besoins en sang. Nous avons un grand besoin en sang. Donc, que la population se mobilise. Voilà, donc le CHR qui est là, c'est vraiment un joyau pour nous. Et allez-y au CHR, vous serez reçus comme des rois et des reines. Je peux vous le garantir. Donc le CHR, c'est à la fois un cadre agréable, tout à fait, qui donne envie de guérir, oui, un service d'accueil et un plateau technique relevé. L'accueil fait 50% du traitement. Je peux vous le confirmer. Merci beaucoup, Monsieur le DR. Monsieur le DR, nous sommes à la fin de cette émission et nous vous laissons donc l'opportunité d'adresser un message à tout le monde. Il s'agit donc des populations, des agents de santé, voilà donc et même aux malades. C'est vrai que les malades font partie de la population, mais ciblons-les à part entière. D'accord. Ok, merci beaucoup. Oui. Et quel gage donc vous donnez ou quelle assurance vous donnez donc aux malades aux populations pour toute cette année 2026? Non, l'assurance que je peux donner aux malades pour l'année 2026, c'est que nous sommes à la tâche. Nous sommes là pour la population. Que la population sache que c'est pour elle que nous sommes là. Nous ne sommes pas là à notre titre. C'est parce qu'il y a un besoin. Et qu'elle s'assure que nous mettrons tout en œuvre pour qu'elles reçoivent des soins de qualité. Ça a déjà commencé et ça va continuer. Et les structures sont disponibles. Tout ce qu'on leur demande, c'est de venir, de fréquenter les structures. Il y a des établissements de premier contact qu'on peut trouver dans les villages, mais vous avez demandé un centre de santé. On a construit le centre de santé et vous ne le fréquentez pas. Mais ça ne peut pas envoyer l'État
à vous envoyer encore d'autres structures, voilà, pour vous aider à développer votre localité. Il faut qu'on fréquente les structures de santé. Toutes les dispositions seront prises afin que les usagers soient reçus dans leur dignité et dans le respect des droits humains. Et j'aime pas ce terme humaniser les soins. Parce que humaniser, c'est un mot qui vient de l'homme. C'est au robot qu'on doit demander au robot d'humaniser ses soins. Nous, on ne doit pas nous dire ça. Nous sommes des hommes. Donc, ça devait être automatique. Et c'est ce côté automatique, nous allons l'activer. Pour que, arrivé à l'hôpital, vous soyez dans un confort, vous soyez rassuré qu'au sortir d'ici, vous allez recouvrer la santé. À mes collaborateurs, je les félicite. Le travail de la santé, c'est l'un des boulots les plus difficiles. Vous êtes là, vous riez, tout d'un coup, tout le monde est triste. Et ne pensez pas que les personnes qui décèdent à l'hôpital, nous, on sort et on est content. Il y a des jours, nous sommes tristes à la maison. On nous pose mille et une questions. On dit non, il y a quelque chose qui s'est passé, franchement, ça m'a attristé. Donc vous voyez que nous prenons les tristesses même des personnes que nous ne connaissons pas, que nous envoyons même dans nos propres familles. Donc c'est pour dire que nous sommes à la tâche et c'est le lieu ici de les féliciter pour tout le travail qu'ils abattent au quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que les populations de Becker puissent s'épanouir dans une parfaite santé. Michel Diaté, très rapidement, je sais que vous avez fait votre conclusion, très rapidement, un petit mot sur les centres de santé. Je ne sais pas si je dis le terme parfait, mais les centres de santé illégaux qui sont combattus en ce moment par le ministère. C'est normal. Tout ce qui est illégal n'a pas sa place. Donc je le dirai en un mot. Est-ce que vous direz aussi aux populations de ne pas visiter ces centres? Mais je ou pense de dénoncer? Oui, je pense que les populations, même pour leur propre santé, doivent éviter ces structures. Il faut même que ces populations demandent est-ce que vous avez une autorisation d'exercer. Que le centre puisse écrire, parce que toutes les structures qui ont des autorisations, les autorisations sont bien écrites à l'entrée. Vous voyez autorisation numéro tant ministère de la santé, ainsi de suite. Donc un centre qui n'est pas autorisé, c'est un danger pour la population, parce qu'ils ne savent rien de notre système de santé. Et tout ce qu'ils sont venus faire, c'est du mercantilisme et au détriment de nos populations. Et ça, nous ne pourrons pas l'accepter. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Chers auditeurs et internautes de la radio Becker FM, c'est la fin de cette émission consacrée donc aux questions de santé, mais aujourd'hui plus particulièrement à la direction régionale du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, dirigée par Dr Aboubakari Koulibaly, qui nous a fait l'honneur, parce qu'il pense à la population, de passer ici, donner des informations utiles, voilà donc à tout le monde. Et il l'a dit, ces services restent ouverts pour toute préoccupation sérieuse. Voilà donc ils sont preneurs. Merci à toutes et à tous. Soyons connectés donc pour la suite des programmes sur la radio Becker FM.